à tous et bienvenue dans Pitch. Les Belges se rendent aux urnes en moyenne tous les 2 ans. Élections communales, régionales, fédérales ou encore européennes, le vote est obligatoire dans notre pays. Un cadeau démocratique pour certains, mais un véritable fardeau pour d'autres. Nous analyserons les différents comportements des électeurs avec vous, Pascal Deluitte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et chercheur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et on peut dire que vous ne faites jamais les choses à moitié. A priori, vous n'aviez pas spécialement envie de faire des études universitaires, pourtant vous êtes devenu un excellent élève, docteur en sciences politiques par la suite et puis même professeur et doyen. L'investissement dans votre carrière académique est total, tout comme dans vos autres passions, et notamment la course à pied, je crois. Vous avez commencé par quelques footings, puis les 20 km de Bruxelles, et enfin le marathon de Paris, rien que ça. Le marathon, vous le pratiquez également dans les médias, qui vous sollicitent énormément. Alors on est ravis de vous avoir sur ce plateau, puisqu'en tant qu'expert de la politique belge, eh bien, on est ravis d'entendre le fruit de votre recherche. Bon pitch, Pascal Deluitte. Merci. Je travaille donc sur les processus électoraux. Les élections peuvent s'étudier à l'aune de plusieurs angles. Le sens de l'élection, dans un régime démocratique ou dans un régime autoritaire, par exemple. Les règles qui président à l'élection, choisit-on plutôt un mode de scrutin majoritaire ou proportionnel? La philosophie du fait électif, qu'on peut par exemple opposer au tirage au sort. Et également les comportements, le comportement des acteurs, les partis, les candidates. Mais pour ce qui me concerne, plutôt le comportement des électrices et des électeurs, c'est en effet eux qui déterminent le résultat d'une élection. Alors de manière générale, on sait que la participation électorale est le niveau minimal de participation qu'on attend des électeurs. Néanmoins, certains d'entre eux ne se rendent pas aux urnes, c'est les abstentionnistes, on essaie de les comprendre. Mais ma focale concerne plutôt ceux qui vont voter, essayer de distinguer qui va voter pourquoi et pour qui et dans quelles conditions. Et pour ce faire, de manière générale, on a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Dans notre service, nous utilisons essentiellement 2 méthodes. La première, la géographie électorale. La deuxième, la sociologie électorale. La géographie électorale consiste principalement à territorialiser les votes, c'est-à-dire essayer de voir dans quelle mesure les territoires sont associés à certains votes, comme vous le voyez sur la carte des États-Unis, entre le vote des républicains et des démocrates. La sociologie électorale consiste à essayer de comprendre le comportement des électeurs à l'aide d'un questionnaire qu'on va ensuite traiter de manière statistique, question par question, après un encodage rigoureux. Et c'est un des aspects qu'on a beaucoup à cœur quand on mène ce type de recherche, c'est d'avoir un protocole très très rigoureux, faire un questionnaire compréhensible et sans biais, régler tous les aspects pratiques, financiers, engagement des jobistes, demande d'autorisation, et bien évidemment réaliser un encodage qui soit vérifié, revérifié, encodage des résultats électoraux, encodage des données du questionnaire et nettoyage de la base de données. Alors, si on essaye de voir maintenant, vous avez ici la carte des résultats du Parti socialiste aux élections de 2019 et le mouvement par rapport à 2014, qui est un mouvement de recul. Vous observez que le Parti socialiste, en termes de géographie électorale, est surtout implanté dans les communes du nord-ouest, Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, par exemple, et que le mouvement qui est intervenu entre 2014 et entre 2019 est un mouvement, je dirais, relativement homogène, puisque le Parti socialiste perd à peu près dans toutes les communes, à l'exception de la commune de Koekelberg, donc un mouvement relativement homogène, sans grande distinction entre ces zones de force et ces zones de faiblesse. Pour ce qui concerne le PTB, vous voyez qu'il est également très implanté dans les communes du nord-ouest de Bruxelles, Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek par exemple, beaucoup moins dans les communes du sud-est. Et lui, sa progression qui est intervenue entre 2014 et 2019 est une progression qui concerne d'abord ces zones de force, c'est-à-dire les communes du nord-ouest. Il a donc durci sa géographie électorale. Il a progressé partout, mais de manière plus manifeste dans ses points forts. C'est également l'observation qu'on peut faire pour Écolo, un des 2 autres grands gagnants du scrutin, puisque lui, il est très fort dans les communes du sud-est. Vous le voyez de l'axe de Forêt, Uccle vers Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, moins fort dans les communes du nord-ouest. Et le mouvement entre 2014 et 2019 est un mouvement de progrès plus marqué dans ses points forts, c'est-à-dire les communes du sud-est, et moins marqué dans les communes du nord-ouest. C'est donc aussi un durcissement de sa géographie électorale. Alors, en ce qui concerne le mouvement réformateur, qui est un des perdants du scrutin,
lui, il est aussi très fort dans les communes du sud-est, hein, vous le voyez, à Uccle, à Willieu-Saint-Pierre, Willieu-Saint-Lambert, Etterbeek par exemple. Mais son mouvement entre 2014 et 2019, qui est un mouvement, je dirais, de recul, concerne tout à la fois ses points forts. On voit qu'il recule par exemple très fortement à Uccle, mais également ses points faibles, puisqu'il recule également dans certaines communes du nord-ouest. Donc on a des choses très distinctes en la matière. Pour ce qui concerne la sociologie électorale, eh bien, regardons comment ont évolué les électeurs entre 2014 et 2019. De manière assez logique, les deux partis qui ont progressé conservent l'essentiel de leur électorat, c'est-à-dire 3/4 de leur électorat de 2014. A contrario, les deux grands perdants, le Parti socialiste et le MR, conservent moins de 60% de leur électorat. On a donc une clé de compréhension de ce qui s'est passé le 26 mai 2019. Mais cette clé de compréhension doit aussi s'analyser à l'aune du fait que la région est un espace de mobilité important et que donc on doit comprendre aussi les électeurs à l'aune d'attributs. Regardons en termes d'âge, vous observez que les deux grands vainqueurs, le PTB et Écolo, ont surtout bien performé dans les catégories les plus jeunes, c'est-à-dire les primo-votants et les 24-39 ans. Hein, ils sont très forts dans ces catégories-là. En revanche, les deux grands perdants du scrutin, le MR et le PS, et dans une certaine mesure Défi aussi, sont nettement plus forts dans les catégories les plus âgées. Il y a donc un effet, il y a un problème d'attractivité électorale pour le MR et le PS dans les jeunes catégories. Alors, on essaye aussi de réfléchir s'il y a une cohérence entre l'auto-positionnement des électeurs et des électrices et le parti qu'ils choisissent. Pour ce faire, on leur propose une échelle qui va de la gauche à la droite, 0 étant la position la plus à gauche, 9 étant la position la plus à droite, et on leur demande de se positionner, et puis on regarde si c'est en cohérence avec leur électorat, et on travaille sur la base d'un encodage. Et de manière assez intéressante, eh bien, on observe qu'il y a une relative cohérence, puisque la moyenne de l'électorat du PTB, le parti le plus à gauche de l'échiquier politique, est la plus à gauche, 2,2. Et puis on passe à des partis comme le PS, dont l'électorat se classe à 3,1, de même que celui d'Écolo. Les partis centristes, c'est plutôt un électorat centriste, hein, c'est le cas pour le CDH et c'est le cas pour Défi, 4,5, 4,6. Et le MR est le parti que l'électorat se considère le plus à droite puisqu'il a une note moyenne de 6. Donc il y a une grande cohérence entre l'autopositionnement gauche-droite et les partis. Alors, il y a un aspect très important aujourd'hui, c'est le niveau de diplôme. Niveau de diplôme qui réfère aussi aux attributs sociaux. Eh bien, là aussi, on observe des choses très intéressantes puisque l'électorat d'Écolo et du MR a tendanciellement un capital scolaire plus élevé. A contrario, l'électorat du PS et du PTB a un électorat moins élevé, vous le voyez. Le PS a une percée assez nette dans les catégories qui ont un diplôme fondamental comme dernier diplôme ou secondaire inférieur. Donc le rapport au diplôme est aussi une indication très très importante pour nous. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On a observé qu'à cette élection, il y a une grande dichotomie qui s'est affirmée encore de manière manifeste entre le nord-ouest et le sud-est. Le PS et le PTB performent beaucoup mieux dans les communes du nord-ouest habitées par des catégories populaires avec un capital scolaire relativement moyen. En revanche, Écolo et le MR ont plutôt performé dans les communes du sud-est, plutôt habitées par des catégories moyennes salariées et des professions libérales, avec un capital scolaire plus élevé. Merci beaucoup pour ces explications, Pascal. Alors, on l'a vu, chaque parti a un électorat très précis en termes d'âge ou par exemple de diplôme. Comment les politiciens vont-ils utiliser ces informations ? Alors, de manière générale, ils vont cibler l'électorat qui leur est le plus fidèle pour essayer de le conserver. Et puis, dans un deuxième temps, ils vont essayer de s'étendre en ciblant effectivement tantôt un électorat plus jeune, tantôt un électorat avec un capital scolaire plus élevé, en tout cas un électorat qui est susceptible de venir à eux et qui n'est pas venu jusqu'à maintenant. Vous avez parlé de l'abstention au début de votre présentation. Quelle est la situation actuellement en Belgique ? Eh bien, en Belgique, on est à un taux de participation autour de 89%, donc 11% d'abstentionnistes, auquel il faut néanmoins ajouter, je dirais, 5 à 6% de vote blanc et de vote nul, et parfois de manière importante dans les grandes aires urbaines. Oui, j'ai les chiffres là, 17% de l'électorat, donc c'est un Belge sur 6 qui ne s'est pas prononcé lors des dernières élections. C'est beaucoup, hein, quand même. Alors, c'est beaucoup, c'est néanmoins nettement moins que ce qu'on peut observer à l'échelle européenne, où parfois on est à 50% de taux d'abstention en ajoutant les blancs et les nuls.
Alors, lors des dernières élections en mai 2019, on a vraiment assisté à une montée des partis extrémistes. Si le vote n'était plus obligatoire, quelle serait la situation pour ces partis-là précisément? Alors, de manière générale, on pense que le vote serait moins important pour des partis comme le Vlaams Belang et le PTB, et plus largement pour les partis dont l'électorat a d'abord un capital scolaire plus faible, puisque c'est celui-là qui s'abstient le premier. Donc ça toucherait ces partis à la droite radicale et à la gauche radicale, mais aussi les partis qui s'appuient sur un électorat plus populaire. Pour vous, c'est une question tout à fait personnelle, mais c'est important de garder ce caractère obligatoire du droit de vote? Oui, je crois que c'est important parce que certes, c'est une petite contrainte, mais ça permet que tous les partis s'intéressent à tous les électeurs et à tous les territoires dans lesquels ils habitent. Merci beaucoup Pascal pour vos explications. Alors vu la complexité de la politique en Belgique, on espère que vous reviendrez nous voir pour mieux nous expliquer tout ça. En attendant, un nouvel invité viendra faire son pitch et nous présenter son projet. À bientôt sur BX1.